et donc je vous souhaite la bienvenue à Mexico. Ça nous fait vraiment grand plaisir que vous soyez le nouvel ambassadeur. Bien sûr, nous voudrons savoir tout de vous. Et, euh, êtes-vous israélienne depuis plusieurs générations? Non, 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 je suis natif de Belgique. Ah, d'accord. Et vos parents? Mes parents, alors feu mon père était d'origine polonaise. Oui. Il est arrivé en Belgique avant la guerre. Et puis pendant la guerre, il était d'abord en France, dans les Pyrénées, où une famille non-juive, une famille chrétienne l'a caché, lui et ses deux sœurs et quelques-uns de ses cousins qui, par après, se sont installés au Mexique. Ah, Et voilà, ça c'est mon attache à travers la communauté juive ashkénaze du Mexique, la famille Rubinstein. ah, comme c'est bien, parce que nous avons un collaborateur qui s'appelle Alex Rubinstein. Et alors, c'est un cousin à moi. Ah, c'est un cousin à vous? Oui, oui, tout à fait. Nous avons renoué récemment et Alejandro s'est rendu justement dans ce petit village dans les Pyrénées françaises où Oui. il va, où toute la famille a été cachée. Oui, il m'avait raconté ça et vous étiez là? Vous étiez là-bas? Malheureusement, pas cette fois-ci. J'y étais avec feu ma mère et un autre oncle des Rubinstein il y a quelques années. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu y aller puisque nous étions en plein transfert. Et donc, voilà. Mais chapeau à Alejandro qui s'investit à 100% dans cette belle histoire de sauvetage. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ai des liens avec le Mexique. Et maman était, elle, de Bessarabie, aujourd'hui la Moldavie. Ah, d'accord. Voilà, il y avait une importante communauté juive à ce qui s'appelle aujourd'hui Chisinau, Kishinev. Oui. Voilà. Et finalement, ils se sont connus dans le cadre du mouvement sioniste auquel ils appartenaient. Ils étaient tous les deux des grands militants, d'abord dans le mouvement de jeunesse d'État, et puis dans ce qui était Beyrouth. Et ils se sont mariés à Tel Aviv. Et puis papa a amené maman à Anvers, en Belgique. Et c'est là où je suis. Donc, parlez-nous un peu de vos antécédents au service de l'extérieur israélien. Avez-vous toujours été un diplomate? Alors, après mon service militaire, qui était un service militaire professionnel, puisque j'étais dans ce qu'on appelle ici en Israël la réserve académique. J'ai fait d'abord mes études universitaires de droit à la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et par après, j'ai travaillé en tant qu'avocat à l'armée. Après 6 ans d'armée, j'ai commencé ma carrière diplomatique, d'abord en étant un cadet pendant 2 ans de formation. Et puis... Où ça? Un cadet. Il y a un cours. Ah, un cadet, oui. Voilà. C'est un cours de formation. À l'époque, ça durait 2 ans. Et puis après, j'ai commencé à travailler au ministère, d'abord à Jérusalem, et puis à l'extérieur. Et la première affectation a été à Bruxelles. Donc j'ai fermé la boucle. Et je me souviens d'un article qui avait été publié dans le journal de la communauté juive à Anvers, où on m'a accueilli en tant que fils de Sam Tao, qui était notre nom originairement, nom que j'ai hébraïsé, et dont la signification est la rosée du matin. Oui, Tao. oui, oui. Voilà. C'était comment originellement? Tao. Tao. Dans Mountain Tao. Voilà. Et donc, on m'a accueilli, voilà, le fils prodige du fameux président de la communauté de la Fédération sioniste anversoise, revient en Belgique en tant que diplomate israélien. Et
c'était très émouvant. C'était émouvant. Mes parents, à l'époque, étaient encore en vie. Venaient me voir souvent à Bruxelles. On a passé le Rosh Hashanah avec mon ambassadeur de l'époque. Donc ça, c'était le premier poste. Puis après, un autre poste passionnant d'une autre manière, disons, c'était l'ambassade auprès du Saint-Siège à Rome. Ah oui? Ça, c'est quelque chose de très spécial. Ce sont des relations, bien entendu, basées sur des relations complexes entre le judaïsme et le christianisme, le catholicisme, l'Église universelle. Et donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois la dimension d'État à État, mais il y a aussi la dimension de la religion juive à la religion chrétienne, avec la date très importante d'octobre 1965, lorsque, sous le deuxième concile Vatican, l'Église catholique, en fait, a exempté les Juifs du fameux péché déicide. Et ça a été une plaque tournante qui a permis, quelques décennies par après, il est vrai, de conclure un accord fondamental entre l'État d'Israël et le Saint-Siège et de créer pour la première fois des liens diplomatiques entre les deux États. Donc vous étiez là-bas, vous étiez au Saint-Siège. Oui, pendant 4 ans, j'étais conseiller, vice-ambassadeur, et on a fait un peu de tout. C'était à la fois des relations dans le domaine académique, une coopération entre une des universités vaticanes, en l'occurrence l'université du Latéran, et l'Université hébraïque de Jérusalem. On a organisé un séminaire sur la signification du mariage dans les deux traditions religieuses. On avait aussi une coopération internationale en Afrique subsaharienne dans le domaine de l'irrigation, puisque le Saint-Siège a aussi un organe qui a comme vocation de porter une aide internationale à des pays en transition, des pays en voie de développement. Donc on a choisi ensemble toute la bande du Sahel et on a coopéré là-bas, nos experts avec les experts du Saint-Siège. Bien entendu, sur tout ce qui est tourisme, pèlerinage, lutte contre l'antisémitisme, et j'en passe. C'était vraiment un agenda très fourni. Ah, je vois, c'est très intéressant. Tout à fait. Et puis... Là, la troisième affectation, c'était à nouveau Bruxelles, mais cette fois-ci, j'étais vice-chef de mission auprès de l'Union européenne. Donc là, on est, si vous voulez, dans ce que nous appelons, dans notre jargon, le domaine multilatéral, les relations entre Israël et Bruxelles, l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne. Et là, on a essayé de promouvoir nos intérêts. Là encore, il s'agit de coopération dans des domaines scientifiques, dans des domaines de lutte contre le terrorisme aussi, qui après l'an 2000, bien entendu, l'attentat à New York a pris de l'essor. Dans le cadre commercial, nous avons des échanges très importants. En fait, plus d'un tiers des échanges commerciaux d'Israël globaux se fait avec l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Donc, c'est un intérêt primordial. Oui. Et puis, vous avez été en France? Et puis, j'ai été à Paris, en effet. Nous avons passé 3 années très intéressantes. La France, souvent, on a tendance à dire c'est un roman avec des hauts et des bas, mais c'est passionnel. C'est même
d'après un ancien ambassadeur à nous à Paris, Elie Barnavi, qui connaît très bien la France, pour y avoir étudié aussi, c'est même plus passionnel que les relations que nous pouvons avoir avec la Grande-Bretagne, puissance mandataire de l'époque, ou même avec l'Allemagne, avec tout le bagage de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale. Avec la France, c'est même encore plus intense, plus passionnel, pour des raisons historiques. D'abord, le rôle qu'ont joué les Juifs français dans la clandestinité pendant la Deuxième Guerre mondiale, le soutien que le nouvel État juif a reçu du mouvement socialiste français à l'époque. C'est peut-être un peu surprenant, mais pourtant historiquement c'est vrai. Et puis il y a eu malheureusement la rupture sous le général de Gaulle, mais après ça a repris avec François Mitterrand et puis avec d'autres présidents jusqu'à Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, qui sont tous venus en Israël. Et maintenant nous attendons la visite du président Macron qui sera ici le 27 et 28 janvier. C'est bien. mais en France, il y a beaucoup d'antisémitisme, non? Il y a beaucoup d'antisémitisme. Il est vrai qu'à l'époque, c'était le président Chirac qui, sous la deuxième intifada, attribuait ça plutôt à une vague de hooliganisme. Et puis finalement, il s'est rendu à l'évidence et a avoué qu'en effet, l'antisémitisme sous toutes ses formes, puisqu'il y a aussi malheureusement un antisémitisme migratoire, est devenu un problème qu'il fallait cerner de front. Et de ce fait, quelques années plus tard, nous avons institué un dialogue entre notre ministère des Affaires étrangères et les institutions étatiques françaises sur la lutte contre l'antisémitisme. Donc nous essayons de voir ensemble comment mieux lutter avec une formation plus pointue de la police aussi, de toutes les instances juridiques en France. C'est devenu effectivement un fléau, mais c'est un fléau européen malheureusement, c'est vraiment à échelle européenne. Mais oui, et vous avez eu du succès dans cette lutte? Alors, justement, il y a une prise de conscience, il y a eu à l'époque aussi des affirmations, je dirais, très importantes, comme celle du président Hollande et du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui ont dit « La France sans ses Juifs n'est pas la France ». Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette présence d'esprit, cette prise de conscience aussi qu'il faut lutter, mais la lutte sera longue. On a vu cette recrudescence d'antisémitisme avec le mouvement des Gilets jaunes. Oui. On a agressé, voilà, vous avez vu ça sans doute. Oui, avec le philosophe. Voilà, exactement, qu'on a agressé en rue. En sortant de chez lui. Monsieur Finkielkraut, qui est membre de l'Académie française, c'est pas peu de choses pour les Français. Et je crois que ça a vraiment transmis une onde de choc qui a traversé toute la France. Mais je parlais de ce fléau à l'échelle européenne. Nous sommes confrontés maintenant à cette vague de populisme qui déferle vraiment sur le continent, à la fois en Occident comme dans la partie orientale. Et il faut unir toutes les forces pour combattre ce populisme qui porte préjudice aux valeurs même de l'Europe, les valeurs judéo-chrétiennes, les valeurs de la démocratie. Enfin, c'est vraiment le bercail. En France, on appelle ça les valeurs républicaines. C'est elles qui sont prises de mire. Donc, c'est une lutte que tous doivent mener.
Mais oui, et quels ont été, par exemple, vos 3 moments forts de votre gestion diplomatique en France? Les moments forts, c'était tout d'abord le dialogue qui s'était instauré, un dialogue très intense, mais très délicat aussi sur les questions d'ordre stratégique pour la France et pour Israël. Je pense notamment à l'Iran, au dossier nucléaire iranien. Je pense au Liban, qui est la prunelle, comme vous le savez, la prunelle des yeux de la France, et le défi en Syrie, et dans toute la région. Pour la France, bien entendu, le Maghreb est aussi important, l'Afrique du Nord. Et là, je crois qu'on a trouvé un terrain commun pour des échanges en matière de renseignement. Tout ça se fait bien entendu à profil bas, très discrètement. Mais là, nous avons fait des pas gigantesques dans cette coopération. Et puis, il y a aussi la culture israélienne qui devient de plus en plus répandue en France, qu'on apprécie de plus en plus. Et la danse, lorsqu'on parle de Batsheva, il ne faut même plus l'introduire. Cet ensemble est très bien connu en France. Le cinéma israélien qui marque une très très grande réussite auprès du public français. Et le couronnement, mais là je n'étais plus à notre ambassade à Paris, mais ici en tant que chef adjoint de la division des affaires européennes au ministère à Jérusalem, c'était ce qu'on appelle les années croisées. La saison Israël-France qui a duré pendant plus de 6 mois, avec plus de 100 événements culturels, mais aussi scientifiques, économiques, commerciaux, gastronomiques même, culinaires et autres, en France et en Israël. Donc les artistes israéliens se sont rendus en France pour présenter des pièces de théâtre ou d'autres initiatives culturelles et vice-versa, des acteurs français, des vedettes, des danseurs, des musiciens, des philosophes aussi. On a une nuit de philosophes français israéliens qui ont échangé sur des thèmes d'intérêt commun. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et le public a applaudi et s'est présenté en masse pour goûter à cette saison culturelle fabuleuse.